Dans la vie des artistes, les ruptures ne sont jamais de simples événements privés. Elles deviennent des fractures symboliques, observées, commentées, parfois disséquées, avec une minutie presque clinique par les médias et le public. Lorsqu'un chanteur de premier plan traverse une séparation sentimentale, ce n'est pas seulement un couple qui se défait, mais tout un récit public qui se recompose. Dans le cas de Pascal Obispo, cette reconfiguration a pris une dimension singulière, presque silencieuse, laissant derrière elle une série de zones d'ombre, d'allusions et de paroles suspendues. Contrairement à d'autres figures de la scène musicale française, Pascal Obispo n'a jamais fait de sa vie sentimentale un spectacle. Lorsqu'une séparation survient dans son parcours personnel, elle s'inscrit dans un registre de retenue, parfois même d'effacement. Pas de déclaration tapageuse, pas de règlement de compte public, pas de confession immédiate. Et pourtant, ce silence, précisément, va devenir un élément central du récit médiatique. Les journalistes spécialisés dans l'actualité people le savent bien. L'absence de mots est souvent plus éloquente qu'une interview de 30 minutes. Dans les semaines qui suivent la rupture, Obispo apparaît inchangé en surface, mêmes engagements artistiques, même présence scénique. Mais quelque chose semble se déplacer en profondeur. Les observateurs attentifs notent une modification subtile du ton, une gravité nouvelle dans certaines interventions, une manière différente de parler de l'amour, du temps qui passe, de la fragilité des liens. Ce sont ces détails, presque imperceptibles, qui nourrissent les premières hypothèses. Pour comprendre la portée de cette période, il faut replacer Pascal Obispo dans son parcours global. À ce stade de sa carrière, il n'est plus un artiste en quête de reconnaissance, mais une figure installée, respectée, consciente de son héritage musical. Or, c'est précisément dans ces moments de maturité que les bouleversements personnels prennent une résonance particulière. Après la rupture, plusieurs de ses interventions publiques évoquent, sans jamais les nommer, des thèmes de solitude choisie, de reconstruction intérieure, de lucidité tardive. Il parle de relations qui changent de forme, de liens qui ne disparaissent pas mais se transforment. Ces formules, volontairement vagues, attirent immédiatement l'attention de la presse spécialisée. À qui s'adresse-t-elle réellement? À une relation passée? À une prise de conscience plus large? Le flou est total, et c'est précisément ce flou qui alimente la curiosité. Dans l'univers people, le silence n'est jamais neutre. Lorsqu'un artiste aussi médiatisé qu'Obispo évite soigneusement certains sujets, tout en laissant filtrer des fragments de réflexion émotionnelle, les interprétations se multiplient. Les rédactions relisent les interviews, comparent les déclarations, cherchent des cohérences cachées. Un élément intrigue particulièrement la façon dont il évoque, à plusieurs reprises, l'idée d'une relation qui n'a jamais eu besoin d'être expliquée. Cette phrase, prononcée lors d'un entretien radio, passe presque inaperçue auprès du grand public, mais elle ne manque pas d'interpeller les journalistes aguerris. Dans le langage médiatique, une telle formulation n'est jamais anodine. Elle suggère une proximité, une intimité qui dépasserait les cadres habituels, sans jamais en préciser la nature. C'est à ce moment précis que certains regards se tournent vers Zazie. Non pas parce qu'un fait nouveau viendrait l'impliquer directement, mais parce que son nom est déjà inscrit, depuis longtemps, dans l'histoire émotionnelle et artistique d'Obispo. Leur collaboration remonte à plusieurs décennies, marquée par une confiance créative rare, une compréhension mutuelle souvent décrite comme instinctive. Dans le paysage musical français, peu de duos ont su maintenir une telle continuité, sans jamais céder aux effets de mode ni aux mises en scène artificielles. Après la rupture d'Obispo, aucune déclaration ne vient lier explicitement Zazie à cette période. Et pourtant, certains observateurs notent un retour plus fréquent de son nom dans les propos du chanteur, toujours dans un cadre professionnel, toujours sous l'angle du respect et de l'admiration. Rien de compromettant mais suffisamment récurrent pour éveiller l'attention. Il est important de souligner un point essentiel. À ce stade, aucun élément factuel ne permet d'affirmer l'existence d'une relation sentimentale entre Pascal Obispo et Zazie. Les médias sérieux le rappellent systématiquement. Et pourtant, la presse ne peut ignorer ce qui se joue dans l'espace public. Une convergence de silence, de références croisées, de propos indirects. Dans un environnement médiatique saturé d'informations immédiates, ce type de récit lent, presque souterrain, devient paradoxalement plus fascinant. Il oblige à une lecture attentive, à une analyse fine, loin des titres sensationnalistes. Les journalistes se retrouvent alors dans une position délicate. Comment rendre compte d'un climat émotionnel sans verser dans la spéculation gratuite? Comment parler de ce que tout le monde perçoit sans jamais pouvoir le prouver? Ce premier chapitre ne parle donc pas d'aveu ni de révélation spectaculaire, il parle d'un moment de bascule. D'un artiste qui, après une séparation, modifie subtilement sa manière de parler de l'amour, du lien humain, de la fidélité émotionnelle, d'un contexte où chaque mot est pesé, chaque silence interprété. La rupture agit ici comme un révélateur. Elle ne crée pas une histoire nouvelle, mais met en lumière des dynamiques
préexistantes, des complicités anciennes, des liens qui résistent au temps. Et c'est précisément cette temporalité longue qui rend l'analyse si complexe et si passionnante. À ce stade, une certitude s'impose, quelque chose a changé dans le discours public de Pascal Obispo. Ce changement n'est ni brutal ni explicite. Il est feutré, presque pudique. Mais il ouvre une brèche, un espace narratif dans lequel les médias, les fans et les observateurs vont progressivement s'engouffrer. Ce n'est que le début. Dans l'histoire de la chanson française, certaines collaborations dépassent le simple cadre professionnel. Elles s'inscrivent dans la durée, résistent aux évolutions du marché, aux changements de mode, aux bouleversements personnels. Elles deviennent des territoires à part, où l'intime et l'artistique s'entrelacent sans jamais se confondre totalement. La relation créative entre Pascal Obispo et Zazie appartient indéniablement à cette catégorie rare. Pour les observateurs avertis, cette complicité ne s'explique ni par le hasard, ni par une simple convergence de talents. Elle s'est construite dans le temps long, à travers des échanges artistiques constants, une confiance mutuelle revendiquée, et une forme de fidélité créative devenue presque anachronique dans une industrie souvent marquée par l'opportunisme. Lorsque Pascal Obispo et Zazie commencent à travailler ensemble, la scène musicale française traverse une période de transition. Les auteurs, compositeurs, interprètes cherchent de nouveaux langages, de nouvelles sincérités. Très vite, leur collaboration se distingue par une évidence troublante. Les mots de Zazie semblent épouser naturellement les mélodies d'Obispo, tandis que la musique de ce dernier semble offrir un écrin idéal à l'écriture ciselée, souvent introspective, de la chanteuse. Les professionnels du secteur parlent alors d'intelligence artistique partagée. Une expression qui, derrière sa neutralité apparente, renvoie à quelque chose de plus profond. Une capacité rare à se comprendre sans se justifier, à anticiper les intentions de l'autre, à créer dans une forme de dialogue silencieux. Dans le monde people, les chansons sont souvent analysées comme des confessions déguisées. Si cette lecture peut parfois relever de la surinterprétation, elle n'en demeure pas moins un outil privilégié pour comprendre les dynamiques émotionnelles des artistes. Dans le cas d'Obispo et Zazie, cette grille de lecture devient particulièrement tentante. Certains textes écrits ou interprétés à cette période évoquent des thèmes récurrents. L'amour qui ne se dit pas, la proximité sans possession, la fidélité sans promesse. Autant de notions qui, mises bout à bout, dessinent un paysage émotionnel complexe, loin des récits amoureux traditionnels. Dans une industrie où les collaborations sont souvent éphémères, la constance du lien artistique entre Obispo et Zazie intrigue. Année après année, malgré leurs carrières respectives, ils continuent de se retrouver, de travailler ensemble, de se citer mutuellement comme référence fondamentale. Cette fidélité, rarement expliquée en détail, alimente les hypothèses. Non pas parce qu'elle prouverait quoi que ce soit, mais parce qu'elle va à l'encontre des logiques habituelles du milieu. Pourquoi revenir toujours vers le même partenaire créatif ? Pourquoi préserver cet espace commun avec autant de discrétion ? Pour certains analystes, la réponse réside précisément dans cette zone grise entre le professionnel et le personnel. Une zone où les frontières existent, mais restent volontairement floues. Autre élément scruté par la presse, leurs apparitions publiques. Contrairement à d'autres duos artistiques qui jouent ouvertement de leur proximité, Obispo et Zazie adoptent une posture presque austère. Peu de gestes, peu de regards appuyés, aucune démonstration superflue. Cette retenue, loin d'éteindre les spéculations, les renforce. Dans l'univers médiatique, l'excès attire l'attention, mais la retenue nourrit l'imaginaire. Chaque interaction est analysée, chaque sourire interprété, chaque silence décortiqué. Les journalistes les plus prudents rappellent cependant un point d'essentiel. Cette sobriété correspond aussi à la personnalité publique des deux artistes, connus pour leur pudeur et leur refus du spectaculaire inutile. C'est après la rupture sentimentale de Pascal Obispo que cette complicité artistique est relue sous un jour nouveau. Les archives sont ressorties, les interviews réécoutées, les paroles réexaminées, non pas pour y trouver une preuve, mais pour comprendre si un fil conducteur émotionnel existe. Et ce fil, s'il existe, ne se manifeste jamais par des déclarations explicites. Il se niche dans des détails. Une phrase prononcée à la radio, une référence glissée dans un entretien, une chanson interprétée avec une intensité particulière. Autant d'indices faibles qui, pris isolément, ne signifient rien, mais qui, mis en perspective, dessinent un récit possible. Face à cette situation, la presse people se trouve confrontée à un dilemme éthique. Comment raconter une histoire que tout le monde pressent sans jamais franchir la ligne de l'affirmation infondée ? Comment analyser une relation artistique sans projeter sur elle des schémas sentimentaux simplistes ? Les articles les plus sérieux choisissent alors une approche indirecte, parler de proximité émotionnelle, de lien singulier, de dialogue artistique profond, des termes qui permettent d'évoquer l'intensité sans trancher sur sa nature. Cette prudence n'empêche pas la fascination. Au contraire, elle l'amplifie. Car dans un monde saturé de confidences forcées et de révélations scénarisées, cette relation non définie devient une anomalie narrative.
Une conclusion s'impose. La relation entre Pascal Obispo et Zazie, du point de vue artistique, échappe aux catégories habituelles. Elle n'est ni banale, ni spectaculaire. Elle ne se donne pas en pâture au public, mais refuse aussi de disparaître. Après la rupture, cette complicité prend une résonance nouvelle. Elle devient un point d'ancrage, un repère stable dans un paysage émotionnel bouleversé. Qu'elle soit uniquement artistique ou nourrie d'une dimension plus intime, elle s'impose comme un élément structurant du récit médiatique. Et c'est précisément cette impossibilité de trancher qui en fait un sujet journalistique majeur. Dans le paysage médiatique contemporain, la confession n'est plus ce qu'elle était. À l'ère des réseaux sociaux et des formats courts, les révélations sont souvent brutes, immédiates, parfois surjouées. Pascal Obispo a choisi l'exact inverse. Après sa rupture, il n'a pas livré de confession spectaculaire, mais une série de propos fragmentaires, parfois elliptiques, qui ont progressivement dessiné un portrait émotionnel plus complexe. Pour les journalistes spécialisés, cette parole parcimonieuse est devenue un terrain d'analyse privilégié. Lorsqu'un artiste aussi exposé que Pascal Obispo parle peu de sa vie privée, chaque mot prend une valeur accrue. Les interviews accordées après la rupture révèlent une constance. L'artiste refuse de nommer, préfère suggérer, contourner, déplacer le propos vers des considérations générales sur l'amour, le temps, la maturité affective. Dans un entretien radiophonique, resté dans les mémoires, il évoque des relations qui n'entrent dans aucune case. Une formule simple, presque anodine, mais qui tranche avec les discours habituels sur les histoires d'amour. Elle suggère une expérience vécue, en marge des schémas traditionnels, sans jamais en préciser les contours. Pour la presse people d'analyse, cette phrase devient un point d'ancrage. Les journalistes le savent. Chez Obispo, le langage n'est jamais innocent. Auteur-compositeur aguerri, il maîtrise la nuance, le sous-entendu, la polysémie. Lorsqu'il parle de « aimer autrement », il ne s'agit pas d'une maladresse lexicale, mais d'un choix délibéré. Dans plusieurs interviews, il insiste sur la différence entre amour et possession, entre attachement et dépendance. Il évoque des liens qui n'ont pas besoin d'être exposés pour exister. Autant de formulations qui déplacent la conversation vers un terrain philosophique tout en laissant planer un doute sur l'expérience personnelle qui les inspire. Les rédactions sérieuses notent alors un glissement. Obispo ne parle plus seulement de sa rupture, mais d'une redéfinition intime de ce que peut être une relation. L'un des aspects les plus frappants de cette période médiatique réside dans ce qu'Obispo ne dit pas. Jamais il ne prononce de nom. Jamais il ne situe ses propos dans une temporalité précise. Jamais il ne relie explicitement ses réflexions à une personne identifiée. Ce silence sélectif n'est pas perçu comme une fuite, mais comme une posture, une manière de reprendre le contrôle du récit en refusant les raccourcis. Pour les analystes, ce refus systématique d'entrer dans le détail renforce paradoxalement la densité émotionnelle du discours. Dans l'économie médiatique, le non-dit agit comme un révélateur. Il oblige à écouter autrement. C'est dans ce contexte que certains propos d'Obispo sont relus à la lumière de ses collaborations artistiques, notamment avec Zazie. Là encore, aucune affirmation, aucun aveu. Mais des références répétées à une intelligence émotionnelle partagée, à une compréhension sans explication. Dans une interview télévisée, interrogé sur les artistes qui l'ont le plus marqué humainement, il cite Zazie, en soulignant une relation qui a toujours échappé aux définitions simples. La phrase est immédiatement reprise par plusieurs médias, non pour ce qu'elle affirme, mais pour ce qu'elle suggère. Les journalistes consciencieux rappellent alors un point fondamental. Évoquer une relation marquante ne signifie pas en révéler la nature. Mais dans le contexte post-rupture, cette déclaration prend une résonance particulière. Au-delà des mots, les observateurs se penchent sur la posture d'Obispo lors de ses apparitions publiques. Le ton est calme, parfois grave, le regard, souvent baissé lorsqu'il aborde les questions sentimentales. Les réponses sont réfléchies, jamais improvisées. Des spécialistes de la communication médiatique y voient le signe d'une volonté de protection, non seulement de soi, mais aussi de l'autre. Car refuser de nommer, c'est aussi refuser d'exposer. Cette hypothèse est renforcée par un détail souvent relevé. Lorsqu'il est interrogé de manière insistante sur sa vie privée, Obispo recentre systématiquement la discussion sur la création artistique, comme si la musique constituait le seul espace légitime pour exprimer certaines émotions. Contrairement à une confession unique et structurée, les propos d'Obispo s'échelonnent sur plusieurs mois, parfois plusieurs années. Chaque interview ajoute une nuance, jamais une révélation. Ce morcellement rend l'analyse complexe, mais aussi plus riche. Les journalistes recoupent, comparent, mettent en perspective. Ils notent des constantes. La valorisation du lien durable, le refus du spectaculaire, l'importance accordée à la fidélité émotionnelle plutôt qu'aux statuts officiels. Peu à peu se dessine le portrait d'un homme qui semble avoir vécu une expérience relationnelle sortant des cadres habituels sans jamais chercher à la définir publiquement. La question centrale demeure, ces confidences sont-elles spontanées ou soigneusement maîtrisées ? La réponse, sans doute, se situe à la croisée des deux.
Pascal Obispo apparaît sincère dans ses réflexions, mais pleinement conscient de leur impact médiatique. Cette maîtrise n'enlève rien à l'émotion perceptible dans certains propos. Elle en renforce même la portée. Car dans un univers où tout se dit trop vite, choisir de dire peu devient un acte fort. Pour la presse d'analyse, ce positionnement est révélateur d'une maturité médiatique rare. À l'issue de ce décryptage, une conclusion provisoire s'impose. Les confidences de Pascal Obispo ne racontent pas une histoire précise, mais une manière d'aimer. Une manière qui échappe aux catégories, qui refuse les étiquettes, qui privilégie le lien à la narration, qu'il s'agisse d'une relation passée, d'une complicité durable ou d'un attachement non conventionnel, l'artiste ne le dira pas. Et c'est précisément ce refus qui nourrit l'intérêt journalistique. Car dans ce silence organisé, dans ces mots choisis avec soin, se joue peut-être l'aveu le plus sincère, celui d'un homme qui a aimé ou qui aime encore autrement. Dans l'écosystème médiatique contemporain, le silence est devenu une anomalie. À l'heure où l'exposition de soi est souvent perçue comme une obligation tacite, refuser de commenter, de préciser, d'expliquer, relève presque d'un acte de résistance. C'est précisément cette posture qu'incarne Zazie, figure singulière de la chanson française, dont la relation au discours public tranche avec les usages dominants du monde people. Alors que les propos fragmentaires de Pascal Obispo nourrissent cette analyse et interprétation, Zazie, elle, ne dit rien. Du moins, rien de directement exploitable par la presse. Et ce silence, loin de clore le débat, devient un élément central du récit médiatique. La retenue de Zazie ne date pas d'hier. Dès ses débuts, l'artiste a choisi de dissocier strictement son œuvre de sa vie privée. Rarement présente dans les magazines People, peu encline aux confidences sentimentales, elle privilégie les entretiens axés sur la création, l'écriture, le sens des mots. Cette constance forge une image publique cohérente, presque austère, mais profondément respectée dans le milieu journalistique. Contrairement à d'autres artistes qui alternent période d'exposition et retrait médiatique, Zazie maintient une ligne claire. L'intime n'est pas un matériau narratif. Cette posture, à contre-courant, protège autant qu'elle intrigue. Lorsque la presse commence à s'interroger sur la nature du lien entre Zazie et Pascal Obispo, la chanteuse ne modifie en rien sa communication. Aucun démenti, aucune précision, aucun commentaire indirect. Ce choix est interprété de différentes manières. Pour certains observateurs, ce silence équivaut à un refus catégorique d'entrer dans une narration imposée de l'extérieur. Zazie ne conteste pas les interprétations, elle les ignore. Dans un univers médiatique friand de récits binaires, vrai ou faux, couple ou non, cette absence de réponse crée un inconfort narratif. Or, cet inconfort est précisément ce qui empêche la presse sérieuse de conclure hâtivement. Les journalistes spécialisés le savent. Le silence peut être un langage à part entière. Chez Zazie, il fonctionne comme un écran de protection, mais aussi comme une affirmation de souveraineté. Elle ne laisse pas les médias définir les contours de ses relations, qu'elles soient artistiques ou personnelles. Cette posture contraste fortement avec la parole mesurée mais présente d'Obispo. Là où lui accepte d'évoquer des sentiments abstraits, Zazie se retranche derrière l'œuvre. Une différence d'approche qui, paradoxalement, alimente l'idée d'une complémentarité profonde entre les deux artistes. Si Zazie refuse la confession médiatique, elle n'est pas pour autant silencieuse. Son expression passe ailleurs, dans l'écriture. Les journalistes culturels, habitués à décrypter ces textes, s'interrogent alors sur la portée émotionnelle de certaines chansons, sur leurs thématiques récurrentes, l'amour non normé, la distance, la lucidité affective, la fidélité à soi-même. Il ne s'agit pas d'y chercher des preuves, mais d'observer une cohérence. Les textes de Zazie ne racontent pas des histoires identifiables. Ils explorent des états, des tensions, des équilibres fragiles. Une écriture qui refuse le spectaculaire, mais qui s'inscrit dans une profondeur émotionnelle assumée. Dans ce cadre, toute tentative de rapprochement biographique devient délicate, voire vaine. Un élément revient souvent dans les analyses les plus prudentes. Le silence de Zazie pourrait aussi être une manière de protéger l'autre. En refusant d'entrer dans le jeu des questions-réponses, elle évite de créer une asymétrie narrative. Elle ne confirme rien, mais ne contredit rien non plus. Cette posture est interprétée par certains comme un geste de loyauté. Non pas nécessairement envers une relation sentimentale, mais envers un lien, quel qu'il soit, qui mérite de rester hors du champ médiatique. Dans cette lecture, le silence devient une forme d'éthique relationnelle. Pour la presse people d'analyse, Zazie représente un cas particulier. Elle échappe au format classique, refuse les titres accrocheurs, déjoue les attentes. Les journalistes se retrouvent contraints d'adopter une approche plus nuancée, plus lente, parfois frustrante. Mais cette frustration nourrit aussi une forme de respect. Car dans un paysage saturé de récits fabriqués, la cohérence du silence de Zazie apparaît comme une rareté.
Elle oblige à repenser la manière de raconter l'actualité people, en privilégiant le contexte, la temporalité, l'analyse plutôt que la révélation. Il serait réducteur d'analyser la posture de Zazie uniquement à travers le prisme d'une relation supposée. Son rapport au silence s'inscrit dans une démarche plus large, celle d'une artiste qui refuse l'assignation, qu'elle soit sentimentale, médiatique ou narrative. Dans ce sens, Zazie incarne une figure féminine singulière dans le paysage culturel français. Une figure qui ne se laisse ni définir, ni instrumentaliser. Et c'est précisément cette singularité qui rend toute tentative de projection hasardeuse. Le silence de Zazie n'est pas un vide, mais un point d'équilibre. Il empêche le récit de basculer dans la spéculation tout en laissant subsister une zone d'interprétation légitime. Ce silence structure l'histoire autant que les paroles d'Obispo. Il en est le contrepoids, la limite, la frontière éthique. Et c'est peut-être là que réside la clé de cette affaire médiatique, dans la coexistence de deux postures complémentaires, l'une qui suggère, l'autre qui se tait, laissant au public et aux journalistes la responsabilité de ne pas franchir certaines lignes. Arrivé à ce stade de l'analyse, une évidence s'impose, l'histoire médiatique qui entoure Pascal Obispo et Zazie ne repose ni sur une révélation, ni sur un scandale, ni sur un aveu formel. Elle repose sur quelque chose de plus rare et de plus complexe dans l'univers people contemporain. Une zone grise, faite de silence, de paroles indirectes, de fidélité artistique et de projection collective. C'est précisément cette absence de certitude qui transforme cette séquence médiatique en objet journalistique à part entière. Il faut le rappeler avec clarté, aucun élément factuel ne permet d'affirmer l'existence d'une relation sentimentale entre Pascal Obispo et Zazie. Les journalistes rigoureux s'accordent sur ce point. Pourtant, réduire cette histoire à une simple rumeur serait tout aussi réducteur. Ce qui se joue ici n'est pas une affaire de fait, mais de résonance émotionnelle. Une résonance née de la confrontation entre une parole fragmentée et un silence absolu, entre une rupture assumée et une complicité qui traverse le temps. Dans l'économie médiatique actuelle, ce type de récit est devenu exceptionnel. Si cette histoire fascine autant, c'est aussi parce qu'elle agit comme un miroir. Le public projette sur ces deux artistes des questions universelles. Peut-on aimer sans posséder? Peut-on rester lié sans être en couple? Existe-t-il des relations qui échappent aux définitions sociales? Les propos d'Obispo sur l'amour autrement ont trouvé un écho particulier dans une société où les modèles affectifs traditionnels sont de plus en plus remis en question. Le silence de Zazie, quant à lui, offre un espace de projection presque infini. Ce récit fonctionne donc moins comme une enquête people que comme une méditation collective sur l'intime. Pour la presse, cette situation pose une question fondamentale. Jusqu'où raconter sans trahir? Jusqu'où analyser sans inventer? Dans un monde médiatique habitué aux révélations rapides, cette histoire impose un rythme différent, presque inconfortable. Les médias les plus sérieux ont choisi une voie médiane. Contextualiser, décrypter, mettre en perspective, sans jamais conclure. Une approche qui privilégie l'intelligence du lecteur plutôt que le sensationnalisme. Cette posture n'est pas la plus rentable en termes de clics, mais elle est sans doute la plus durable sur le plan éditorial. Peut-être faut-il déplacer le regard et considérer que cette histoire ne parle pas tant d'un couple que d'une forme de lien. Un lien qui pourrait être artistique, émotionnel, intellectuel ou un mélange de tout cela. Un lien qui ne cherche pas à être nommé et qui, par ce refus même, conserve sa force. Dans cette lecture, Obispo et Zazie deviennent les figures involontaires d'une relation moderne, affranchie des cadres traditionnels mais profondément ancrée dans la durée et le respect mutuel. Ce n'est pas une romance à la manière people, c'est une continuité. Au fond, cette séquence médiatique révèle davantage notre rapport collectif à l'amour et à la célébrité que la vie privée des artistes concernés. Elle montre notre besoin de récit, de sens, de cohérence émotionnelle dans un monde fragmenté. Elle montre aussi que le silence, loin d'être un vide, peut devenir un acte narratif puissant. Qu'un artiste peut reprendre le contrôle de son histoire, non pas en parlant plus, mais en parlant mieux ou en se taisant. En refermant ce dossier, une conclusion s'impose, à la fois simple et exigeante. Il n'y a peut-être rien à révéler au sens classique du terme. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si captivante. Pascal Obispo n'a jamais avoué une relation. Zazie n'a jamais confirmé quoi que ce soit. Mais ensemble, par leurs postures respectives, ils ont offert au public une autre manière de penser le lien, l'intimité, la fidélité. Une vérité émotionnelle, peut-être, une vérité médiatique, certainement, une vérité factuelle, cela ne nous appartient pas de le dire. Et c'est sans doute là la seule conclusion journalistiquement honnête.